Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charles et je suis conseiller chez HomeGrade. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore HomeGrade, HomeGrade est le centre de conseil et d'accompagnement sur le logement en région bruxelloise. Nous proposons aux particuliers divers accompagnements dans le but de les conseiller au mieux dans leurs projets de rénovation. euh, et grâce aux subsides régionaux, tous nos services sont gratuits. N'hésitez donc pas à nous contacter par téléphone ou via notre formulaire de contact que vous trouverez sur notre site web. Vous pouvez aussi passer nous voir au Point Info, situé place Quetelet numéro 7, entre les métros Madou et Potanique, sur le site de l'ancien observatoire d'astronomie de Bruxelles. Je vous invite également à consulter notre site web, car nous mettons à votre disposition toute une série de brochures thématiques et de fiches infos autour de la rénovation de l'habitat. Vous y trouverez par exemple une brochure sur les panneaux photovoltaïques, des fiches infos sur la rentabilité des installations solaires ou un tutoriel pour vous aider à revendre vos certificats verts. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pourrez y retrouver d'ici quelques jours cette présentation ainsi que les différents webinaires que nous avons déjà réalisés. Alors, j'aurais bien aimé vous dire que le soleil brille et que la production solaire bat son plein. Du côté de Saint-Josse, c'est plutôt gris et pluvieux. Je vérifie quand même ma production solaire et ma consommation instantanée. Je constate que je réinjecte mon surplus de production sur le réseau et que je le partage. Pour comprendre comment cela fonctionne et comment cela est possible, accueillons Jean Fripia et Olivier Boveroux qui vont nous parler des différentes options envisageables pour lancer un projet de partage d'énergie. Jean, Olivier, la parole est à vous. Voilà, merci Charles. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Beauvroux et je suis avec Jean Frépia, mon collègue, et on va vous parler donc du partage d'énergie en région Bruxelles-Capitale. Donc, voilà, donc voilà un rapide sommaire du plan de la présentation avec tout d'abord le principe du partage d'électricité en général. Ensuite, on va parler du partage de pair à pair, du partage au sein d'un même bâtiment et du partage dans une communauté d'énergie. Donc, ce sont les trois manières de partager l'énergie. Ensuite, on parlera du prix de l'électricité locale et on vous expliquera un petit peu notre service, donc le service du facilitateur. Donc, le partage d'électricité, qu'est-ce que c'est? Donc, en général, c'est du partage d'électricité renouvelable et c'est réalisé entre différents compteurs au sein de la région Bruxelles-Capitale. Donc, ça ne se fait pas entre les régions, puisque l'énergie est une compétence régionalisée en Belgique. Et on va donc pouvoir se partager de l'injection, donc de l'électricité, un surplus d'électricité grâce au réseau public. Donc, je l'ai déjà dit, mais il y a donc trois manières de partager l'électricité. Il y a le partage en pair à pair, ensuite il y a le partage au sein d'un même bâtiment, et ensuite, enfin, pardon, le partage au sein d'une communauté d'énergie qui permet de partager entre différents bâtiments. Donc, pour le pair à pair, c'est vraiment le plus simple. C'est on a un producteur qui va avoir un excédent, donc qui va injecter un volume d'électricité sur le réseau. En général, donc on est dans le cas à Bruxelles souvent de panneaux photovoltaïques. Et en même temps, à ce moment-là, il peut partager cette injection avec un consommateur qui se trouve de l'autre côté, euh, qui lui va recevoir de l'injection du producteur, mais aussi partiellement de la consommation, enfin du prélèvement qui vient du réseau, puisque cette injection ne peut pas couvrir la totalité de sa consommation. Donc c'est un mélange. Il recevra, alors par quart d'heure, il recevra parfois 100% d'injection, mais sur une année, ce sera un mélange de consommation et d'injection puisque les panneaux ne fonctionnent pas toute l'année. Et donc, vous voyez sur la slide, il y a deux compteurs intelligents qui sont représentés, donc c'est très important. Ces compteurs permettent de prendre des mesures de la consommation, enfin, du prélèvement et de l'injection chaque quart d'heure. Donc la temporalité, la simultanéité est très importante dans le partage d'énergie, euh, puisque l'énergie renouvelable, donc l'électricité renouvelable est intermittente, et on veut ici s'assurer que le consommateur autoconsomme cette électricité au moment où elle est produite. Et donc, très important aussi de bien remarquer que le réseau de distribution est nécessaire à l'activité de partage, notamment pour le mesurage qui va se faire toutes les 15 minutes. Donc, chaque quart d'heure, on sait qu'est-ce qui est
le volume qui a été prélevé du réseau et ce qui a été injecté, dans le cas du producteur, et dans le cas du consommateur, uniquement ce qui a été prélevé. Et Sibelius va faire des calculs pour attribuer cette injection en partie au consommateur du partage en fonction des volumes qu'il aura consommés à ce moment-là. Voilà, ça c'est pour le pair à pair. Voilà, donc toujours dans la même, enfin, pour représenter le partage de manière générale, on a un fournisseur conventionnel qui va, chaque ménage va avoir un contrat avec un fournisseur conventionnel et va lui acheter de l'électricité. Et en plus, en parallèle, euh, le ménage va pouvoir acheter de l'électricité à un producteur local. Donc ça, c'est le partage. Et donc, on voit bien ici qu'on a deux systèmes qui fonctionnent en parallèle et donc il n'y a pas une substitution de la fourniture par le partage. Ce sont deux activités qui coexistent. Et donc, le partage va être une partie de la consommation du ménage, mais pas toute la consommation du ménage. Il n'y a pas de soleil la nuit encore. On y travaille. Ensuite, il y a le partage d'électricité au sein d'un même bâtiment. C'est donc la deuxième manière de faire du partage. Donc Olivier, ici, oui, excuse-moi de te déranger, il semblerait que ton micro soit coupé et que ça fonctionne par celui de Jean. Est-ce que ça serait possible d'inverser les deux micros? C'est-à-dire que Jean ferme son micro et que toi tu ouvres le tien au niveau de l'ordi. Il semblerait que les gens entendent moins bien, si c'est possible. est-ce que c'est mieux? Alors, ça serait bien que Jean ferme son micro. Voilà. C'est plus clair, c'est plus limpide, ouais. Merci beaucoup. Désolé de t'avoir coupé. Pas de souci, désolé pour le... Alors, donc, le partage au sein d'un même bâtiment, il y a quelques conditions à remplir qui sont assez simples. C'est tout d'abord, l'électricité doit être issue d'une source renouvelable. Ensuite, il faut donc, comme je l'ai déjà dit, posséder un compteur intelligent pour tout participant qui désire participer. Ensuite, il faut signer une convention entre le titulaire du point d'injection, donc des panneaux, et le consommateur au partage. Et donc, il y aura autant de contrats, de conventions, qu'il n'y a de relations entre producteurs et consommateurs. Juste pour bien expliquer le partage au sein d'un même bâtiment, sans partage d'électricité, qu'est-ce qui se passe quand on a des panneaux? Tout d'abord, l'électricité elle est produite. Elle va donc être autoconsommée par le compteur commun. Et ensuite, le surplus, donc tout ce qui n'aura pas été autoconsommé sur ce compteur commun, est revendu à un fournisseur d'énergie. Mais en général, un compteur commun consomme très peu d'électricité, sauf exception. Et donc, dans une copropriété, dans un immeuble, il y a un gros volume qui est du coup revendu au fournisseur à un prix d'injection assez dérisoire. Et donc, en parallèle de ça, chaque habitant de l'immeuble, il doit acheter son électricité au fournisseur et il ne peut pas bénéficier de l'électricité qui est produite sur le toit. Et donc, avec partage d'électricité au sein d'un même bâtiment, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout d'abord, de nouveau, l'électricité est produite par les panneaux. L'autoconsommation au compteur commun se fait. Ensuite, les participants du partage peuvent consommer tout ou partie de ce surplus. Et seulement ensuite, le surplus final sera revendu à un fournisseur d'énergie. Et donc, de nouveau, chaque habitant doit acheter le volume complémentaire qui n'aura pas été satisfait par le partage. Donc, on voit que le partage vient débloquer une situation où il n'était pas possible de bénéficier de cette électricité dans un même bâtiment. Donc, c'est un système assez pratique et vertueux, comme on peut le voir. Voilà, donc le troisième type de partage, ce sont les communautés d'énergie, qui permettent du coup de partager l'énergie entre plusieurs bâtiments. Et cela va nécessiter la création d'une communauté d'énergie. Donc, c'est donc une entité juridique autonome. En général, ce seront des statuts, des formes juridiques de l'ASBL et de la coopérative, mais ça pourrait éventuellement être d'autres formes. L'objectif principal de cette structure, c'est de générer des bénéfices sociaux, environnementaux et économiques pour ses membres. Et les participants doivent être situés en région Bruxelles-Capitale, ça ne change pas. Ce sera toujours le cas, même pour des communautés d'énergie. On est bien régionalisé pour l'énergie. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il existe trois différents types de communautés d'énergie à Bruxelles.
Il y en a deux qui sont issus de la directive européenne. Il y en a une troisième qui est une initiative de la région. C'est donc la communauté d'énergie locale. Les deux premières, ce sont la communauté d'énergie renouvelable et citoyenne. On va pas rentrer dans les détails et ça, c'est un accompagnement que l'on conseille les porteurs de projets vers quelle structure choisir. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Jean. On va refaire le petit switch de micro. Voilà. Donc, maintenant, on va parler un petit peu du prix de l'électricité partagée ou électricité locale. Donc, il faut savoir qu'au niveau du partage de l'électricité, euh, le prix de l'énergie comportera plusieurs composantes. Pour expliquer ces différentes composantes, je vais reprendre le prix de l'électricité qu'un Bruxellois moyen paye à son fournisseur actuellement. Donc, sur votre facture d'électricité, vous retrouvez le prix de l'énergie que votre fournisseur vous vend. Donc ça, ce sont des ordres de grandeur de prix pour cette période-ci que l'on peut retrouver sur les contrats des fournisseurs. Donc aujourd'hui, on est autour de 15 centimes d'euros le kilowattheure d'électricité. Donc ça, c'est la partie qui rémunère votre fournisseur. Ensuite, l'électricité, étant donné qu'elle transite par le réseau de distribution publique, elle est soumise à deux autres types de frais. On parle des frais obligatoires, c'est tout ce qui est surcharge du fédéral, donc les accises, et ensuite la partie réseau qui comprend le tarif de distribution du réseau public, mais aussi quelques surcharges régionales. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez actuellement sur la facture de votre fournisseur. Au niveau du partage de l'énergie, il y aura aussi certaines composantes que on retrouvera. En premier lieu, on aura le prix de l'énergie locale, qui est le prix, par exemple, décidé par un accord entre le producteur et le consommateur à travers les conventions de partage. Donc, il faut savoir que lorsqu'il y a un partage d'énergie, Olivier le disait tout à l'heure, le producteur du partage en général va proposer à son consommateur une convention et dans cette convention pourraient se retrouver les modalités qui permettent de déterminer le prix de l'énergie locale. L'énergie du partage, étant donné qu'elle transite d'un compteur vers un autre, elle utilise aussi le réseau public et donc sera soumise aux accises, aux frais obligatoires, au même titre que si l'électricité provenait de votre fournisseur. Et au niveau des tarifs réseau, ceux-ci peuvent différer en fonction du périmètre du partage. On ne va pas rentrer dans le détail ici de qu'est-ce que le périmètre du partage, mais il faut savoir que au plus le consommateur du partage sera éloigné sur le périmètre réseau euh, dans la région bruxelloise, au plus le tarif réseau se rapprochera du tarif réseau classique qu'il aurait payé si cette électricité venait de son fournisseur. Dans les situations les plus intéressantes, c'est notamment le partage au sein d'un même bâtiment où on a une grosse réduction sur le tarif réseau et la situation où éventuellement on paye le même tarif réseau que son fournisseur, c'est par exemple vous partagez de l'électricité d'une commune à une autre. Il est fort probable que au niveau des tarifs réseau, il n'y ait pas de réduction appliquée. Et donc, c'est comme ça que se construit le prix de l'électricité locale. Bien évidemment, ce prix diffère de projet en projet, que ce soit sur la partie réseau ou bien sur la décision du prix de l'énergie. Alors, quel est l'intérêt finalement de partager son électricité et l'intérêt à la fois au niveau du consommateur, mais aussi au niveau du producteur? C'est de proposer une stabilité sur les prix de l'énergie que l'on a un peu perdu ces dernières années avec la crise de l'énergie. On est un peu sorti des contrats fixes de l'électricité qu'on avait avant. On est passé sur des contrats variables et donc aujourd'hui, les consommateurs sont exposés à la variabilité des prix que l'on peut voir sur le marché. Et donc ici, on peut tout à fait imaginer que le prix de l'énergie que l'on va proposer à son voisin suive une certaine stabilité, ne soit plus variable. Et donc voilà, donc ça c'est un exemple, c'est
En gris, on voit le prix que l'on peut retrouver sur le marché de l'électricité entre avril 2022 et mars 2024. Le bleu, c'est la partie du tarif social, donc c'est l'évolution du tarif social sur cette même période. Et en vert, c'est un exemple d'un projet qui a fixé un prix et ce prix varie en fonction de l'évolution du tarif social. Et donc, on peut imaginer que les consommateurs de ce partage n'ont pas été exposés à la variabilité des prix que l'on a pu avoir en 2022-2023 sur la partie, en tout cas, de l'électricité locale qu'ils ont pu consommer. Donc, voilà un atout, en tout cas, du partage d'électricité. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous présenter rapidement notre service et ce que l'on peut vous proposer dans notre accompagnement. Donc, nous sommes un service financé et géré par Bruxelles Environnement, un service entièrement gratuit. Donc, on apporte un soutien à des porteurs de projets. Donc, porteur de projet, c'est qui? C'est une personne, par exemple, qui a un projet de partager son électricité à son voisin et donc sera la personne que l'on qualifiera de porteur de projet lorsqu'elle nous contactera. Si jamais vous êtes une copropriété, ben, ça peut être un des membres du conseil de copropriété qui a reçu le mandat pour mettre en place éventuellement un projet de partage énergie. Donc voilà. Alors nous, on travaille toujours avec ce porteur de projet dans un principe de non-substitution, c'est-à-dire que nous allons proposer un ensemble d'outils, d'accompagnement, d'aide pour ce porteur de projet, mais en veillant à ce que nous ne fassions pas le travail pour ce porteur de projet, c'est-à-dire par exemple, tout à l'heure je vous ai parlé de conventions de partage d'énergie. Nous fournissons des conventions type de partage d'énergie, mais par contre, nous n'allons pas les compléter pour le porteur de projet, c'est-à-dire que le porteur de projet devra lui-même faire certaines tâches voilà, pour mettre en place son projet. Donc nous, on travaille à la fois sur l'information, donc on a tout un ensemble de documents, maintenant de vidéos. On a aussi produit des vidéos d'information sur le partage d'énergie que l'on met à disposition des personnes et nous avons tout un ensemble d'outils aussi que nous pouvons mettre à disposition pour vous aider à mettre en place votre projet. Euh, alors, au niveau des outils, ben, on retrouve des infofiches, des brochures que vous pouvez télécharger sur la page partage et communauté d'énergie de Bruxelles Environnement. Nous avons aussi des outils d'analyse économique et de rentabilité qui vous permettent de déterminer éventuellement le juste prix de l'énergie partagée que vous pourriez proposer à vos voisins, ou bien voir quelles sont les économies d'énergie qui sont attendues dans votre projet. On met aussi en place un template pour établir vous-même vos factures d'électricité. Donc, c'est un template qu'on pourra vous partager et qui vous sera utile si jamais vous avez pour objectif d'aller plus loin dans votre projet, de vendre votre électricité à vos voisins. Il faut établir une facture. Et enfin, si jamais vous avez vraiment un projet de communauté d'énergie, nous avons des statuts types sous forme d'ASBL et de coopératives qui sont disponibles et qui intègrent déjà une grande partie des notions importantes que doivent comprendre des statuts de communauté d'énergie. Et finalement, nous avons aussi des templates de contrats, de conventions de partage qui seront disponibles pour les porteurs de projets. Alors, pour nous contacter, c'est très simple. Nous avons un formulaire d'inscription qui est sur le lien ici, mais il est aussi sur le site de Bruxelles Environnement. Donc, dans ce formulaire, vous pourrez vous présenter et on pourra reprendre contact avec vous pour éventuellement fixer un rendez-vous ensemble. Si vous avez une question ponctuelle et que vous n'avez pas vraiment de projet en tête, vous pouvez encore nous l'adresser directement sur cette adresse mail pce@environnement.bruxelles. Par contre, si vous avez vraiment un projet derrière cette question, on vous renverra vers le formulaire pour que nous, on ait au moins reçu différentes informations qui sont demandées dans le formulaire. Voilà. Donc, c'est tout pour cette présentation. Voilà, on peut passer
au moment question. Ok, super. Bah écoutez, c'était très clair. Merci Jean et Olivier pour cette présentation technique très bien illustrée, qui nous permet de mieux comprendre les différentes possibilités de partage d'énergie, et que pour mettre ça en place, vous êtes la personne de contact, en tout cas le service de contact pour mettre ça en place. Comme tu l'as dit, je propose qu'on passe aux sessions de questions-réponses. Alors, je crois qu'il y a une partie des questions qui ont été répondues en direct, qui était, bah, comment définir l'ordre de préférence, pour la répartition du surplus dans une copropriété? Est-ce que vous en avez rapidement parlé? Est-ce que vous voulez développer un peu cette réponse? Oui, mais je veux bien. Donc, effectivement, si on entend par ordre de préférence, c'est les méthodes de répartition. C'est aussi le vocabulaire que l'on retrouvera sur d'autres sites, comme par exemple Sibelga. Il faut savoir que vous pouvez retrouver sur le site de Sibelga un formulaire, une brochure d'informations sur les différentes méthodes qui sont disponibles et que Sibelga peut implémenter dans votre projet. Donc, il en existe trois. Et pour une de ces méthodes, il est aussi possible d'indiquer des pourcentages de répartition que vous pourriez, par exemple, dans une copropriété, souvent on essaye de suivre la règle des quotités. Donc, c'est possible de mettre des pourcentages dans la répartition en fonction de cette règle de quotité. Donc, voilà. Donc, moi, je peux vous inviter à aller sur le site de Sibelga, de taper partage énergie et vous devriez tomber facilement sur cette note d'explication. Et si vous avez des questions sur le fonctionnement ou comment ça fonctionne parce que vous n'avez pas trop bien compris la note, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous et on ira dans le détail de l'explication. OK, merci pour cette réponse. Alors, dans la présentation, à un moment, on parle du rachat à prix dérisoire par les fournisseurs d'électricité. Heu, la question est: est-ce qu'on peut trouver un prix de rachat qui est supérieur à 6 centimes par kilowattheure? Je ne sais pas si vous pouvez répondre clairement à la question? Alors, donc, en effet, pour donner un ordre d'idée, actuellement, les tarifs d'injection, ils sont autour de 3 centimes. Alors, selon les contrats, il y a différents contrats par fournisseur, donc je ne vais pas m'avancer sur la réponse de est-ce que c'est possible d'en trouver à 6 centimes? Peut-être, mais la majorité des contrats, ce tarif d'achat, de revente, pardon, de l'injection, il est plutôt autour de 3 centimes actuellement, ce qui est une projection des fournisseurs sur l'année entière. Mais voilà, le marché, il évolue et si ça se trouve, dans un mois, on va avoir du 6 centimes, hein, mais s'il se passe des choses dans un contexte géopolitique ou autre. Mais donc actuellement, on est plutôt autour de 3. Je peux compléter en tant qu'utilisateur, fournisseur, consommateur, j'ai aussi revendu, à un moment à plus que 8 centimes, puis c'est descendu en dessous de 5. Effectivement, maintenant, c'est encore descendu et entre-temps, je me suis inscrit dans une communauté d'énergie existante et je revends à plus que 6 centimes dans la communauté d'énergie. D'où l'intérêt aussi des communautés d'énergie, à ce niveau-là. C'est un retour d'utilisateur, pas un conseil d'Homegrade. Heu Merci. question suivante, comment connaître le tarif réseau en fonction des 2 adresses supposons que voilà, j'ai une personne qui, habite, sur Forêt et qui a, un enfant par exemple qui habiterait dans un appartement à Anderlecht. Comment est-ce que sur base des adresses, on peut connaître le tarif réseau qui s'applique? Alors, deux choses. Si vous connaissez les deux adresses, c'est très simple. Il y a un formulaire sur le site de Sibelga qui permet de connaître le périmètre de partage d'énergie que l'on aura. Dans ce formulaire, il faut simplement indiquer les adresses des compteurs en question de votre projet. Donc, ainsi, Sibelga va vous répondre par mail en vous précisant dans quel périmètre votre projet se construira sur base des adresses que vous avez citées. Si vous le souhaitez et que vous avez par exemple un projet de communauté d'énergie ou bien vous êtes producteur mais vous ne savez pas à qui vous pourriez vendre et vous cherchez éventuellement à bénéficier du meilleur tarif réseau pour le consommateur, il est possible aujourd'hui de demander à Sibelga un plan de réseau sur base de votre compteur. Donc, ça veut dire que dans ce même formulaire de Sibelga, vous pourrez dire, ben voilà, je cherche, j'aimerais bien savoir qui est sur
périmètre de type B, par exemple. C'est un niveau de tarif réseau aussi intéressant pour le partage entre plusieurs bâtiments. Et Sibelga vous renverra une carte avec donc une carte de votre commune ou bien de votre quartier en précisant les adresses par des points sur la carte des personnes qui se trouvent sur le même périmètre que vous, ce qui vous permettrait éventuellement d'aller voir vos voisins parce que vous savez qu'ils sont sous la même cabine basse tension. Donc voilà, ça c'est deux possibilités pour définir son périmètre. Ok, il y a beaucoup de questions qui arrivent là en parallèle. Une autre question qui était, faut-il viser un voisin qui est présent chez lui pendant que nous sommes absents? Bah là, je vais répondre que oui, c'est quand même l'objectif. Le but, c'est d'auto-consommer au maximum. Et si votre voisin ne consomme pas quand vous n'êtes pas là, bah, vous allez lui vendre peu, à part ces appareils qui fonctionnent en continu, style frigo, congélateur, éventuellement box Internet. Donc, il vaut plutôt viser quelqu'un qui va consommer au moment où vous n'êtes pas présent chez vous. C'est en tout cas la best option à trouver. À ce niveau-là, question Juste, suivante. juste Ouais. nuancer quand même que ce n'est pas non plus absolument indispensable. Vous pouvez très bien partager avec des gens. Enfin, souvent les gens veulent faire du partage avec, par exemple, des gens qui font du télétravail, ou des personnes pensionnées qui sont plus à la maison en semaine. C'est vrai que c'est mieux, comme tu le dis, Charles, mais ce n'est pas non plus Une absolument obligation. indispensable parce que, comme tu l'as dit, il y a des appareils qui fonctionnent en permanence, des frigos, des congélateurs, et on n'est jamais exactement, enfin, c'est pas aussi simple, on n'est pas toujours là au même moment, et donc on est quand même complémentaires, même si on a un emploi du temps relativement identique, enfin, similaire. Parfait, merci pour les compléments. Alors, est-ce que les systèmes existent aussi en Flandre et en Wallonie? C'est pas alors HomeGrade, on fonctionne que sur la région bruxelloise. Le facilitateur partage énergie connaît la région bruxelloise puisqu'il est subsidié par Bruxelles Environnement. Si vous avez rapidement un nom à donner, c'est bien, mais sinon, je pense que malheureusement, c'est pas le rôle de cette présentation. Non, bah voilà, le partage existe aussi dans les deux autres régions. Et donc voilà, si jamais ces personnes sont curieuses, elles peuvent facilement trouver les informations sur les sites des autres organismes des deux autres régions. Et vous avez le nom des organismes? En Wallonie, donc il n'y a pas encore un facilitateur comme nous, mais on peut retrouver ces informations sur le SPW Énergie en Wallonie. Et en Flandre, c'est sur le site de Vlaanderen, Vlaanderen.be, je pense. vlaanderen.be, ouais. Ok, Ouais. super, merci. Alors, combien de projets de partage d'énergie sont déjà en fonctionnement à Bruxelles? Une bonne question. Alors, on est autour de 80 projets de partage qui incluent du pair à pair, du partage au sein d'un même bâtiment et quelques communautés d'énergie. Ok, super. Est-ce qu'une ASBL déjà existante peut être utilisée pour créer une communauté d'énergie ou bien faut-il créer une ASBL spécifique dont la seule activité est la gestion de ce partage d'énergie? En fait, une ASBL existante peut être utilisée, mais parfois, tout dépend des activités que exerce cette ASBL et éventuellement des activités que va exercer cette communauté et les modifications qui seront au niveau des statuts, puisque tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait utiliser les statuts d'une ASBL pour faire une communauté d'énergie, mais il y a quand même certaines adaptations qui doivent être faites au niveau des statuts et qui peuvent finalement poser problème si on ne souhaite pas voilà, tout adapter dans son ASBL existante et fondamentalement changer le fonctionnement de cette ASBL. Donc voilà, donc c'est sur base des statuts existants et des modifications qui sont à apporter que nous pouvons vous conseiller ou non de créer une autre structure. Parfait, merci. Alors, on réfléchit dans une copropriété à une installation solaire faite par Brussol sur le compteur des communs. Brussol nous demande de racheter la production à 6 centimes. Il y aura d'autres frais de transport. Est-ce que cela reste rentable?
C'est une analyse à faire vraiment au cas par cas. Donc effectivement, les tiers investisseurs prennent en charge l'investissement dans les panneaux, mais depuis que les certificats verts ont un petit peu diminué dans les taux d'octroi, ils se rémunèrent, ils doivent trouver un complément quelque part, et donc dans les dossiers, enfin dans les conventions qu'ils font signer, si vous souhaitez être titulaire de l'injection pour pouvoir par exemple faire du partage énergie, vous pourrez être titulaire de cette injection, mais en payant un certain montant par kilowattheure d'électricité injectée et même parfois produit. Donc là, on intègre aussi l'autoconsommation. Et voilà, ce montant, je pense qu'effectivement, il est autour de 6 centimes d'euros le kilowattheure. C'est, c'est à voir. On est dans un partage au sein d'un même bâtiment, souvent pour une copro, donc il y a des faibles coûts de tarifs réseau. Donc ça veut dire que avec une installation euh, que vous n'aurez pas dû investir, vous aurez un prix de 6 centimes sur un certain nombre d'années et des frais réseau plus réduits. Nous, on pense que cette solution est intéressante, surtout si la décision en assemblée générale d'investir dans une installation photovoltaïque est très, très compliquée. On pousse quand même les copropriétés à essayer d'elles-mêmes investir dans les panneaux et d'aller chercher des mécanismes d'aide, de soutien ou de prêt à taux préférentiel. Il en existe plusieurs à Bruxelles. Mais malgré ça, parfois, c'est pratiquement compliqué d'avoir une décision aux deux tiers de la copropriété. Et donc, en dernier recours, bah, cette solution permet d'avoir une installation sans débourser un montant à l'investissement. Donc, voilà. Merci Jean, j'aurais pas dit mieux. C'est effectivement, c'est une solution qui existe, même si c'est pas celle qu'on préfère. Lorsque les décisions sont difficiles en copropriété, c'est à analyser. C'est très bien, merci. Alors, question suivante, sur base de quels éléments on peut fixer le prix de l'électricité dans un partage dans un bâtiment et quelle est la durée de convention? Alors, entre propriétaire et locataire, je suis pas sûr que cette notion de propriétaire-locataire soit intéressante au niveau de la durée de la convention, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des durées de convention, standards? Oui, ben, en fait, dans les conventions, donc je vous ai parlé tout à l'heure des conventions types que notre service propose. Il y a un choix que vous pouvez faire, c'est-à-dire est-ce que vous partez sur une convention à durée indéterminée? C'est souvent le choix qu'on propose parce que ça permet de ne pas devoir réviser les conventions durant une activité de partage parce que vous avez mentionné 2 ans et voilà, vous êtes obligé de reproposer une signature, etc. Donc, on propose la durée indéterminée souvent, mais c'est possible que vous-même, vous vous fixiez une durée. Et dans cette durée, donc voilà, si vous mettez durée indéterminée, dans la convention, au niveau de la partie qui fixe le prix de l'énergie, euh, soit vous fixez vraiment le prix dans la convention tel quel, vous définissez un prix comme ça qui sera le même, voilà, sur une certaine période, ou alors vous pouvez même mettre une formule ou quelque chose qui permettra de calculer ce prix. Et si un jour vous souhaitez revoir ce prix, c'est tout à fait envisageable, même s'il a été fixé dans la convention. C'est envisageable que le producteur puisse demander une révision du prix. Il doit donc proposer un amendement à la convention actuelle et le consommateur peut dire si oui ou non il est d'accord avec cet amendement. Et s'il n'est pas d'accord, la convention il y a une rupture de convention, le projet se termine. Donc voilà. Tout est bien expliqué dans les conventions types que l'on propose. Voilà. Le projet, Parfait, merci. pour- On ouais, on le t'a pas projet. entendu, Olivier? Oui, donc, je disais que le projet se termine, en tout cas pour ce consommateur-là. Ça ne veut pas dire s'il y a plusieurs consommateurs, s'il y en a un qui ne veut plus continuer, le projet continue, c'est juste lui qui quitte individuellement l'activité. Voilà. Ouais, sauf erreur de ma part, lorsqu'on crée une convention, de toute façon, il peut y avoir un choix unilatéral de quitter ce partage. Donc, il y Oui, a pas, on n'est pas fixé, c'est ça. menotté sur un contrat pendant une durée Voilà. indéterminée, hein. C'est parce que ouais, voilà, c'est pas parce que vous signez un contrat de partage où éventuellement il y a une durée de 2 ans que pendant 2 ans vous êtes obligé de résider à cette adresse-là et d'acheter cette électricité. Si à tout moment vous trouvez que finalement l'électricité d'un autre partage est plus intéressante que celui dans lequel vous êtes,
libre à vous, en tant que consommateur, de mettre fin à la convention de partage et de signer une autre convention à un autre producteur de partage. Voilà. Et je crois que le préavis est très court, hein, Oui, voilà, c'est un préavis qui doit être très court. Voilà. de l'ordre d'un mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, il Voilà. n'y a pas de, vous sentez pas bloqué si vous signez une convention, il n'y a pas vraiment de stress à ce niveau-là. Quel type de communauté d'énergie est adapté pour un CPAS propriétaire de plusieurs immeubles de logement et du coup de plusieurs installations de panneaux photovoltaïques? Alors, pour ce type de cas, peut-être que j'orienterai la personne qui a posé la question vers notre service pour qu'on analyse ce projet. Mais voilà, il faut savoir qu'actuellement, à Bruxelles, c'est essentiellement des communautés d'énergie locales qui sont développées. Donc voilà, c'est peut-être déjà une indication dans la réponse, mais bien évidemment, c'est vraiment au cas par cas qu'on doit analyser la situation en fonction de qui sera propriétaire des panneaux, qui sera les consommateurs, enfin, voilà, qui seront les consommateurs, etc. Donc voilà, elle peut nous recontacter et on pourra discuter de tout ça ensemble. Oui, ça me paraît une bonne idée, de reprendre contact avec vous en décrivant plus votre projet, le nombre de bâtiments, le nombre de panneaux, le nombre de personnes intéressées par le partage et le facilitateur partage d'énergie, Jean ou Olivier vous répondront avec grand plaisir. Est-ce que est-ce que le producteur a toujours la priorité de consommation de son énergie? Alors là, je vais me permettre de répondre. C'est plutôt le compteur sur lequel est raccordée l'installation photovoltaïque qui a la priorité, puisque tout ce qui est, produit raccordé au tableau avant d'aller sur le compteur, si c'est consommé sur place, il y a une priorité. À partir du moment où il y a une injection, donc c'est-à-dire qu'on sort de l'installation sur lequel est raccordé sont raccordés les panneaux, là, il peut-être y avoir des priorités. Mais, on est d'accord, c'est pas la question de propriétaire, mais plutôt la question de compteur qui gère cette priorité. Tu l'as très bien expliqué. OK, merci. Question suivante, je suis une copropriété de 20 appartements. Vous habitez probablement une copropriété de 20 appartements. Le surplus est suffisant pour 5 appartements. Quels appartements reçoivent ce surplus? Ça a déjà été un petit peu abordé. Est-ce que vous voulez redévelopper dans un cas concret là avec 5? Ouais. Donc oui, comme l'a dit Jean, il y a donc des méthodes de répartition, il y en a plusieurs qui peuvent être choisies pour savoir comment le surplus sera affecté. Mais ensuite, il y a un autre point dans la question qui est, voilà, il y a 20 appartements, mais la personne qui a écrit la question dit qu'il y a assez de surplus pour 5 appartements. Donc là, j'aurais envie de dire à cette personne, attention aux Aux allez, périodes de production, aux périodes de surproduction, aux périodes de consommation. il Effectivement, je pense que il c'est faut, c'est il, c il faut pas, il faut faire attention que si on injecte 10 000 kWh, il faut pas se dire que ça fait 5 appartements de 2 000 kWh. Il faut faire attention aux règles de 3 un peu trop faciles. Donc, en fait, c'est pas parce que j'injecte 1000 kWh sur le réseau que quelqu'un qui a 2000 de consommation peut tout autoconsommer, puisque la temporalité, la simultanéité est très importante dans le partage. On regarde chaque quart d'heure qu'est-ce qui a été produit, donc injecté plutôt, et qu'est-ce qui a été prélevé par le consommateur, et on voit ce qui est possible de lui attribuer. Et donc, quand j'injecte 1000, c'est très difficile que mes consommateurs autoconsomment 100% de ces 1000 que j'ai produits, que j'ai injectés. Et donc, j'ai envie d'inviter cette personne à nous contacter pour évaluer à quel point en ajoutant petit à petit de plus en plus d'appartements dans ce partage, elle va pouvoir autoconsommer de plus en plus. Mais en effet, il y a une taille critique à partir de laquelle rajouter des personnes dans le partage n'aidera pas à augmenter davantage l'autoconsommation. Et donc, il y aura peut-être une taille critique à définir ensemble, mais ça, il n'y a pas de règle à toute faite, c'est vraiment au cas par cas. Et aussi au niveau des copropriétés, il faut aussi se dire, bah, tiens, si c'est la copropriété qui est propriétaire de ce surplus et qui, si elle ne fait pas de partage, vend tout ce surplus à un fournisseur peut-être pour pratiquement un prix très bas, bah, en fait, peut-être que son objectif, ce sera d'essayer de vendre un maximum de surplus localement à peut-être un meilleur prix, ce qui permet de générer des profits pour la copropriété qui pourra les réaffecter dans les travaux d'isolation, de rénovation du bâtiment. Donc, à la fois, on peut avoir la vision de quelle est la quantité, le nombre enfin, maximum de consommateurs pour avoir un minimum d'économie sur nos factures individuelles.
Ça, c'est la vision au niveau des consommateurs, mais peut-être que la vision au niveau de la copropriété, c'est plutôt de dire, il faut qu'un maximum de personnes participent au projet pour qu'on puisse au moins possible vendre à notre fournisseur et au plus vendre à un prix intéressant localement pour générer des bénéfices. Donc voilà. Ok, merci pour cette réponse. Alors, peut-on prendre en considération le partage d'énergie dans les certificats PEB? Est-ce qu'il y a une attestation qui peut être transmise au certificateur afin d'améliorer le certificat PEB du logement dans lequel on vit, qui serait du coup fourni en énergie renouvelable, dans le cadre d'un partage? Oui, alors au niveau, le partage n'influence pas sur la question de la PEB. Par contre, il faut savoir que si on est dans une situation d'un même immeuble, donc d'une copropriété par exemple, et que l'installation photovoltaïque est raccordée sur un compteur commun, cette installation photovoltaïque, dans le calcul des certificats PEB des unités individuelles de chaque appartement, elle peut être prise en compte. Ça veut dire que votre certificateur PEB, le jour où vous devez obtenir un certificat pour votre appartement, vous pourrez dire, ben voilà, les panneaux qui sont sur le toit sont sur le compteur commun, donc vous pouvez intégrer une part des panneaux à mon propre certificat PEB individuel. Et les certificateurs aujourd'hui ont une procédure qu'ils peuvent suivre pour, par exemple, diviser le nombre de panneaux en nombre d'appartements et que chaque appartement ait ses propres panneaux sur son certificat PEB. Pour cela, il faut que l'installation soit raccordée sur le compteur commun, un compteur collectif. Mais ça ne concerne pas le partage d'énergie. Ça veut dire que vous fassiez du partage d'énergie ou pas. Cette situation est possible. Donc voilà. C'est très clair, super. Et Et, ça pousse à mettre des panneaux solaires sur les copropriétés. voilà, et si vous avez des questions par rapport à la PEB, c'est bien évidemment vers le service PEB de Bruxelles Environnement que vous pouvez vous orienter ou vers les autres facilitateurs. Nous, on ne traitera pas trop cette question, étant donné qu'on se concentre sur le partage d'énergie. Alors, une autre question qui est une question, est-ce que les communautés d'énergie peuvent s'emboîter ou plutôt se succéder? Exemple, partage d'abord au sein d'un immeuble, puis une communauté de voisins, puis enfin sur une communauté d'énergie type Illuminons notre quartier. Donc en fait, est-ce qu'on peut se dire, il y a plusieurs partages successifs? S'il y a trop de surproduction par rapport aux besoins de la copro, est-ce qu'après on peut aller sur une communauté de voisins et enfin sur une communauté plus régionale? Alors, bonne question. La réponse, c'est non. Il n'y a pas de cumul d'activités de partage possible. Donc, c'est vraiment un compteur doit choisir l'activité de partage à laquelle il désire participer et il n'y en aura pas d'autres. Donc, on ne peut pas faire des chaînes avec des surplus résiduels qui vont dans une autre. Euh, voilà, c'est pas possible pour des raisons essentiellement techniques. Ça paraît simple, mais en fait, d'un point de vue IT et calcul mathématique, ça devient très très complexe si tout le monde est interconnecté. Dès qu'il y a une petite erreur, c'est tout l'ensemble de Bruxelles, donc des millions de factures qui doivent être modifiées. Donc en fait, c'est techniquement pas souhaitable. OK, c'est clair. Donc, une communauté, d'énergie, par exemple, au sein d'un bâtiment et ensuite le surplus est revendu à votre fournisseur. Il n'est pas perdu, il est quand même revendu à votre fournisseur, au prix de rachat, de l'injection. Oui. Donc vous ne perdez pas cet argent-là, mais vous pouvez pas le revendre à une autre communauté. Pour préciser, c'est pas, donc il faut savoir qu'une communauté d'énergie peut gérer plusieurs activités, plusieurs partages d'énergie. Par exemple, une communauté d'énergie qui se créerait dans la commune de Schaerbeek pourrait avoir donc plein de membres, mais il y aurait des groupes de membres qui exercent leurs activités de partage d'énergie. Ces activités, ces groupes ne pouvant pas communiquer, ne pouvant pas s'échanger d'énergie. Mais une communauté peut du coup chapeauter plusieurs activités de partage, une activité au sein d'un même immeuble, une autre activité dans telle rue, une autre activité. Il ne peut pas y avoir de transfert d'énergie entre ces activités. Et donc ça c'est possible. Donc voilà. OK, ça répond à la question, merci. Alors, les frais sont-ils d'autant plus élevés que le voisin est éloigné? On avait rapidement abordé la question des trois unités, au sein d'un bâtiment, même cabine, haute tension et au sein de la région, c'est ça un petit peu les 3 unités? Si je me trompe pas, Jean Oui, ou oui, c'est Olivier? ça. Donc, en tout cas, quand on parle de frais qui seront plus élevés, on parle de la partie réseau.
La partie énergie, bah, ça dépend du producteur, hein. Et au niveau des axes, il n'y a pas de différence, de distinction en fonction du périmètre. Donc plus il est éloigné, plus il y a des chances qu'il ne soit pas sur la même cabine haute tension, et donc plus il y a des chances que, il soit sur le tarif, général de la région bruxelloise. Il y a pas, c'est pas au kilomètre, on fait pas une analyse au kilomètre, c'est vraiment, c'est 3 ordres de grandeur. Le même bâtiment, la cabine haute tension. C'est quatre, c'est quatre. C'est au Vas-y, sein d'un vas-y, même bâtiment, sous une cabine basse tension. Donc, une cabine basse tension, ça alimente une rue, voire parfois plusieurs rues. OK. Et entre deux cabines basse tension différentes, mais sous un même poste Elia. Et ensuite, la dernière, c'est entre différents postes Elia. Voilà. Et ça, c'est Sibelia qui pourra, pour votre projet, en fonction des formulaires que je vous ai dit tout à l'heure, vous dire dans quel périmètre vous serez. OK, il y a 4 types de périmètres. Et Merci. un petit complément, c'est que quand on est dans une communauté d'énergie, c'est la distance la plus élevée entre les membres qui est utilisée pour tous les membres. Donc, les talons de mesure, la référence, c'est la plus grande distance. Donc, si on est tous en très proche, mais qu'il y en a un très loin, malheureusement, c'est la plus longue On distance qui payera sera. tous les frais de réseau très loin. Voilà. OK, merci, pour cette précision. Alors la liste des communautés d'énergie est disponible sur le site de Brugel. Donc ça, vous pouvez la trouver en allant sur Brugel. On pourra éventuellement mettre le lien, heu, dessous. Heu, est-ce que les consommateurs font partie de la SBL Communauté d'énergie, ont le droit de vote à l'assemblée? Alors est-ce que, comment ça fonctionne au niveau de la SBL quand on fait partie de la communauté d'énergie? Est-ce qu'on a les droits de vote? Oui, donc ça sera défini au niveau des statuts. Voilà, c'est en fonction des statuts et de ce qui est possible de mettre dedans qu'on peut enfin, répondre à cette question de droit de vote. De mémoire, il me semble que dans la vision des communautés d'énergie, tout le monde a un droit de vote, sauf parfois on peut désigner certains types de membres qui seraient des membres plutôt adhérents que des membres effectifs. On a ça parfois dans certaines ASBL, par exemple. Et les membres adhérents, c'est juste des personnes qui adhèrent à la SBL et ne participent pas aux activités, etc. Et dans ce cas-là, n'ont pas de droit de vote. Voilà. Mais en général, dans les communautés d'énergie, dès qu'on est consommateur et qu'on participe aux activités, il est nécessaire, enfin, il est demandé d'avoir un droit de vote pour ces personnes. OK, merci. Alors, question suivante. Donc, on a partagé l'adresse e-sharing juste avant. Question suivante. Donc, energy sharing, point Bruegel. Point Brussels. Pour un immeuble d'appartement, est-il plus avantageux de mettre des panneaux solaires en commun et ensuite on partage, ou alors chacun fait sa propre installation? Est-ce que c'est intéressant d'avoir une installation collective ou une succession, une cumulation d'installations individuelles? Alors, en général, il vaudra vraiment mieux avoir une installation collective plutôt que des individuels. Pourquoi? Ben, parce que quand vous achetez, quand vous installez 10 petites installations, ça veut dire que vous allez avoir besoin donc de 10 onduleurs qui seront connectés vers les 10 compteurs individuels et 10 fois la distance de câble jusqu'à ces compteurs. Ces compteurs sont en général à la cave tous ensemble. Donc en fait, enfin, bon, ça dépend, parfois c'est. Ouais. Donc en fait, vous allez multiplier par 10 certains coûts fixes qui normalement sont mis en commun lors de l'achat groupé, enfin, lors d'une production, d'une installation collective. Et donc, enfin, les onduleurs, ça représente quand même une belle partie, en général, autour de 20% du prix de l'installation. Donc, les coûts fixes vont vraiment exploser. Alors oui, vous allez économiser sur la durée de vie, vous allez payer un peu moins de frais réseau parce que chacun va autoconsommer chez lui, mais le calcul, il est très rarement positif quand on fait ça chacun de son côté. Et c'est là qu'en fait le partage vient vraiment solutionner, retirer un nœud, euh, parce qu'il vient réconcilier la physique et l'économie, pardon. Et donc, et aussi d'un point de vue environnemental, démultiplier les câbles par le nombre d'habitants ainsi que les onduleurs, ça a un certain coût de métaux, de cuivre, etc., qui ont un impact environnemental. Donc, économiquement et environnementalement, c'est tout bénéfice de faire ça en commun.
et grâce au partage notamment. Et je rajouterais administrativement aussi pour une copropriété, sachant que les toits sont pas toujours, c'est assez rare de trouver un toit où il n'y a aucun obstacle et où il n'y a pas d'ombrage de bâtiments avoisinants. Et donc, définir, vous, votre surface sur laquelle il y aura vos panneaux, pourquoi est-ce que vous avez pu bénéficier des mètres carrés où il y a le moins d'ombrage par rapport à votre voisin qui aura peut-être un autre pan de toiture, etc. C'est très compliqué de dire que chaque appartement aura sa quantité de production de ses panneaux par rapport à ce qu'il a investi. Donc ça, c'est vraiment un casse-tête aussi qu'on évite en faisant une installation collective. Donc voilà. Alors, il nous reste 5 minutes, mais je crois qu'il nous reste 4 questions. Alors, la durée moyenne des conventions de partage, on a dit qu'il y avait on essayait de faire illimité et que ça pouvait s'arrêter facilement. Combien coûte l'installation d'un compteur intelligent pour ceux qui veulent recevoir l'énergie? Alors, je peux répondre, c'est gratuit. Si Belga installe gratuitement, remplace gratuitement les compteurs d'électricité par des compteurs dits bidirectionnels, à plus à moins, donc qui comptent ce qui va dans un sens et dans l'autre, et ce sont des compteurs intelligents. Alors, est-ce que le fait d'utiliser l'énergie lors d'un partage influe sur la PEB des consommateurs? On en a parlé précédemment. Est-il opportun de se référer au tarif social pour fixer le prix de l'électricité dans le cas d'un partage au sein d'un bâtiment? Bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean et Olivier? Bah ça, le facilitateur ne conseille pas ou n'oriente pas en tout cas des choix au niveau des prix qui seront pratiqués. C'est vraiment aux consommateurs et aux producteurs, donc aux différents participants de se mettre d'accord et de trouver la formule qui leur semblera la meilleure. Nous, par contre, ce qu'on peut faire, parce que parfois les personnes n'ont pas du tout d'idée de qu'est-ce qui peut se faire en termes de prix, bah, on peut dire un petit peu quels sont les options que parfois prennent certains projets. Alors ici, la question était sur les copropriétés, mais moi je dirais même en général, cette question du tarif social peut être envisagée pour même des communautés d'énergie, etc. Donc voilà, il y a des projets qui suivent le prix du tarif social pour le proposer aux consommateurs. Il y a d'autres projets qui suivent l'évolution du tarif social, c'est-à-dire qu'ils se fixent eux-mêmes un prix, mais par contre, ce prix va varier en suivant la variation du tarif social. Donc voilà, il faut aussi avoir en tête que si dans votre projet, un jour, votre consommateur bénéficie du tarif social chez son fournisseur, en fait, votre prix n'est peut-être plus attractif par rapport, parce que vous êtes fixé au tarif social, donc il n'est peut-être plus attractif par rapport à son tarif. Donc, à voir si vous voulez être en dessous ou équivalent. Voilà. Il y a plein d'autres méthodes pour définir les prix et ça, on pourra vous les présenter dans un accompagnement individuel. Voilà. Sachant que dans une copropriété, le gros avantage, c'est que cet argent est payé à la copropriété et donc retourne en quelque sorte à la personne qui paye, puisque ça vient mettre, financer le fonds de roulement ou le fonds de réserve. Question suivante. Alors, est-ce qu'on peut être vendeur et acheteur d'un producteur en même temps avec son voisin, par exemple, qui a plus de panneaux? Je vends mon voisin sans panneaux, j'achète chez un autre voisin qui a plus de panneaux. Alors, à titre perso, dans une communauté d'énergie, c'est déjà le cas, puisque je peux être à la fois producteur et consommateur. Et donc, je reçois une facture qui dit, voilà, vous avez acheté tant à la communauté, mais vous avez vendu tant à la communauté. Donc moi, j'ai le cas dans le cas d'une communauté d'énergie. Est-ce qu'on pourrait avoir la même chose dans le cas de 2 pair à pair? Est-ce que c'est possible? Oui, oui, c'est envisageable. On peut même préciser. Donc, quand vous créez votre projet, vous devez dire à Sibelga si vous souhaitez recevoir l'électricité de votre voisin. C'est possible d'avoir un prosumeur et un consommateur, deux prosumeurs, deux. Voilà. Alors, est-ce que c'est intéressant? Bah, ça dépendra de chaque projet. Je dirais, dans le cas où vous avez vraiment tous les deux un surplus qui est produit au même moment, une même quantité, etc. Peut-être que ça peut être intéressant plutôt pour chacun de trouver un consommateur qui n'a pas de panneau pour valoriser mieux enfin plus votre surplus. Par contre, on pourrait imaginer un cas où voilà, vous aviez 2 mètres carrés sur votre toit, vous avez mis deux panneaux dessus, ça représente 5% de votre consommation d'énergie. Effectivement, ça peut être intéressant pour vous de proposer à votre voisin qui a plein de panneaux de vous acheter, enfin de lui acheter son électricité. Donc c'est vraiment au cas par cas que ça se discute.
Et il semblerait que la dernière question soit dans une copropriété, donc un même bâtiment, la réduction des frais de réseau n'est pas à 100. Bah si, je crois qu'il y a pas de frais de réseau dans le cas d'une copropriété, au sein d'un même bâtiment. Ouais, si tu veux répondre. Bah, en fait, au niveau des frais, le langage qu'on utilise, il faut faire attention avec. Enfin, c'est pas faire attention, mais il faut savoir que quand on parle de frais réseau, on parle de la grille tarifaire de Sibelga, qui est publiée sur son site. Cette grille-là, donc c'est un tableau avec plein de frais. Dans ces frais-là se retrouve le tarif de distribution qui rémunère Sibelga, le tarif de transport qui rémunère Elia, mais on a aussi dans ce tableau différents frais qui sont des surcharges régionales que le total, on appelle ça les frais réseau. Si on parle du tarif réseau ou tarif de distribution, là, on parle vraiment de la partie Sibelga. Et finalement, qu'est-ce qui est réduit dans un même bâtiment à 100%? C'est seulement certaines parties de cette grille, donc des frais réseau. Donc, il y a des choses qui ne sont pas réduites. Par exemple, il existe une redevance, enfin un tarif qui permet de payer, de rémunérer l'éclairage public ou ce genre de choses. Et bien donc ça, ce n'est pas réduit. La partie qui est réduite à zéro, c'est la partie transport Elia et distribution de Sibelga. Parfait. Alors, une toute dernière question avant de clôturer. En fait, c'est plutôt une précision, puisqu'il y a quelqu'un qui a envoyé une question qui n'est pas copiée, qui est la question du nombre de kilowattheures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un contrat de partage, on n'indique pas un nombre de kilowattheures. On ne dit pas, je vais vous partager 2000 kilowattheures. Donc, il y avait cette question-là qui apparaissait. Donc, on ne s'engage pas sur un nombre de kilowattheures partagés. On ne va partager que ce qui est disponible. Et donc, il y a pas, la question n'a pas vraiment lieu d'être. Alors, je crois que voilà, on a fait le tour de l'ensemble des questions. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci encore, Jean et Olivier, pour toutes vos explications, votre présentation et vos réponses aux questions. Bedankt Joris voor de vertaling et merci Florence pour le support technique. Sans vous, nous ne pourrions pas proposer ces webinaires. Merci à vous tous, d'y avoir assisté. Excellente après-midi à toutes et à tous. Jean et Olivier, merci encore.